Madame, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Que pensent les citoyens béninois de la gestion du port autonome de Cotonou pour 10 ans par les responsables du port d'Anvers? Vous suivrez les avis des uns et des autres dans ce journal. Les 2 années de la gouvernance Talon ont été célébrées ce dimanche à Golodjibé. Plusieurs activités ont marqué l'événement et ce, sur l'initiative du mouvement Fouka Fouka. Le point dans un instant. Hors du Bénin et précisément à Strasbourg, une télévision pirate défie le pouvoir en Azerbaïdjan. Voilà pour le sommaire de ce journal. Le développement, c'est maintenant. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est plus un secret pour les Béninois que le port autonome de Cotonou est désormais géré par un mandataire. Le gouvernement du Bénin a signé avec les responsables du port d'Anvers le contrat de gestion de la plateforme portuaire du Bénin pour une période de 10 ans. Conformément à ce contrat, le Belge Christian Teblock a pris en main la direction du port autonome de Cotonou. Il en est le directeur général depuis ce mercredi 4 avril 2018. Que pensent alors les Béninois de cette situation? Fogis Serroulan et Fogis Fiossi ont recueilli leur avis. Je vous prie de les suivre. C'est une nouvelle expérience de confier le port de Cotonou à d'autres partenaires pour voir dans quelle mesure on va comparer les performances. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, ce ne sont que des Béninois qui étaient à la tête du port autonome de Cotonou que nous considérons comme le poumon de l'économie béninoise. Donc, chaque régime vient avec ses idées, ses politiques. Donc, je voudrais prier les Béninois de donner un peu de temps pour pouvoir apprécier cette gestion déléguée faite du port autonome de Cotonou. Le port était directement dirigé par l'État béninois par la nomination directe des responsables. Depuis sa création, disons jusqu'à ce qu'on confie à des étrangers, quel est le résultat que nous avons? Oui, le port est le poumon de l'économie, mais le port peut contribuer davantage à l'élévation de l'économie, ce que ces 15 dernières années-là, on n'a pas. Confier le port à des étrangers, ce n'est pas mauvais en soi. Les orientations qu'on veut faire, tout ça là reste dans le giron de l'État. Maintenant, les étrangers, qui sont-ils? C'est des gens qui ont, à ce que nous avons appris et par rapport aux petites recherches, c'est des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, leur faire appel pour que le port puisse recouvrer sa pleine plénitude, c'est une bonne chose à mon avis de citoyens. Et quand on dit contrat, il y a des termes qu'il faut respecter. La vigilance est de suivre rigoureusement le respect de ce contrat-là pour que demain, on ne dise pas les étrangers sont venus piller davantage nos ressources. Mais comme il y a un contrat, tout le monde peut vérifier le contrat, tout le monde peut suivre pas à pas les thèmes de ce contrat-là pour que le résultat attendu en confiant ce poumon de l'économie nationale à des étrangers pour que ce résultat-là soit atteint. Le port de Cotonou a une particularité, c'est un port qui a une histoire. Il a été conçu sur financement français. Ensuite, il y a eu les différents développements au fil des ans que nous avons conduits. Et nous sommes aujourd'hui héritiers d'un patrimoine que des Béninois, à travers la sueur de leur front, ont remboursé d'une manière ou d'une autre. Alors, lorsque d'un côté, le président de la République demande les reliques culturelles du Bénin, et que de l'autre, il confie la gestion du premier poumon économique de la nation à une entreprise étrangère, non pour assister les Béninois dans la gestion de leur patrimoine, mais pour gérer le patrimoine des Béninois, ça pose un problème d'abord d'éthique, mais ensuite de morale. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le PR dans sa discussion avec les acteurs portuaires. Il a dit qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Ça, c'est vrai, parce qu'il a été mandaté pour. Je pense fondamentalement que c'est une copie à réarranger. Il faut arranger cette copie-là parce qu'elle ne procède pas de la nature même du Béninois. Le Béninois est assez attaché à ce qu'il y a à lui.
assez amoureux de lui-même pour se retrouver dans une situation aussi complexe que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Je vous l'annonçais en titre, le 6 avril dernier rimait avec le 2e anniversaire d'accession au pouvoir du président Patrice Talon. Une occasion pour le mouvement Fouka Fouka de commémorer l'événement. Cela se passait ce dimanche à Golodjibé. Pour l'occasion, un match de football a été initié et suivi d'un exposé des actions du chef de l'État en 2 ans de gouvernance. Il faut aussi remarquer au cours de l'événement le soutien de l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, représentée par Félicien Hueto. Aristide Setti, Denis Maroya pour le reportage. C'est pas un match de football qui a opposé les adultes et les jeunes de Golodjibé qu'a démarré la cérémonie allant dans le cadre de la célébration des 2 ans de mandat du président Patrice Talon. Tête couronnée, sages, jeunes, femmes et plusieurs responsables de partis politiques de la 6e circonscription électorale sont venus louer les efforts du chef de l'État à travers le mouvement Fouka Fouka de Golodjibé. Au nom des jeunes leaders sympathisants du mouvement, Martial Akpan a retracé les différentes actions du gouvernement pendant ces 2 ans de la rupture. Chers amis, population de Golodjibé, permettez-moi de revenir sur quelques actions menées par le chef de l'État en ces 2 années passées. Nous allons rentrer dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'électrique. Le gouvernement du Patrice Talon a pris des mesures urgentes pour pallier à court terme au déficit et établir un plan Komodo afin d'assurer à notre pays d'ici 2021 une autonomie énergétique. Nous allons rentrer dans le domaine des infrastructures et aéroportuaires. La construction de la route Porto Novo à Promisrete, Pobé, la construction de la route Kota, Wedo, Révier. De nombreux partis politiques ont répondu présents à l'appel de la présidente du mouvement Fouka Fouka. Partageant les mêmes idéaux que cette dernière, le parti de l'Union pour le développement du Bénin nouveau, UDBN, de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, représenté par Félicien Hueto, a salué l'initiative tout en réaffirmant son appartenance à la mouvance présidentielle. Elle me charge de présenter toutes ses félicitations à Madame Jeanne Assoklé, présidente de regroupement Fouka Fouka, que tout le monde connaît si bien dans cette 6e circonscription. Merci Madame Assoklé. Après ces quelques mots, je voudrais juste dire, tout a été dit à travers l'allocution de notre prédécesseur, le président des jeunes de Golodjibé. Nous n'allons donc pas continuer sur cette lancée. Nous dirons simplement que l'IDBN étant un parti qui soutient activement le programme du gouvernement, s'inscrit en ligne droite sur tout ce qui a été dit et demande la patience à tous ceux qui ne trouvent pas encore le bon côté de tout ce qui se fait jusqu'à présent. Jeanne Assoklé, présidente du mouvement Fouka Fouka de Golodjibé, dans son intervention a rappelé avec tout le verve l'honnêteté du président Patrice Talon. Patrice Talon, si Gérard Tigawemi, mi kuin TV, mi kuin Vedomeo. Patrice Talon a dit qu'il est original et tout le monde doit le soutenir. Regardez toutes les merveilles du président. La construction des routes dans la commune d'Abomey-Calavi, la délocalisation du marché d'Antopa, la construction de l'aéroport et d'un hôpital de référence. Le président Patrice Talon a mis fin au détournement des biens publics. No mi da kwe aton ejo bayi bo kwe we di onu de ko bayi o mi bo pombo apoche me o egbeun era mi ku ba apoche me o. Le 2e anniversaire du pouvoir du chef de l'État Patrice Talon a été encouragé par l'assistance et des enveloppes financières ont été remises aux 2 équipes du match pour marquer l'édition 2018.
En deux de Talon, nous en parlons encore. C'est par un rapport que la plateforme électorale des organisations de la société civile dresse le bilan de cette gouvernance au moyen du présimètre, un instrument de mesure de cette gouvernance. Ce document révèle les statistiques adossées au respect ou non des 198 promesses électorales faites par le président Talon. Et vous allez le voir, on note une évolution au niveau des promesses tenues ou non, des promesses enclenchées ou non entre la première et la deuxième année du mandat du chef de l'État béninois. Et c'est un reportage de Aristide Setti. Deuxième évaluation citoyenne des 198 promesses électorales du président Patrice Athanase Guillaume Talon est le titre du rapport édité par la plateforme électorale des organisations de la société civile pour apprécier la situation de chacune des promesses électorales du président Patrice Talon après 2 ans de gouvernance. Dans son mot de bienvenue, Gustave Assar, vice-président de la plateforme, revient sur les objectifs de la dite cérémonie. Qu'est-ce qui est prévu qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas prévu mais qui a marché aussi? C'est tout heureux de le savoir aujourd'hui. Et cela se passe exactement à la suite de cette initiative Citoyens veillent et contribuent au regard de tout ce qu'on a pu faire au niveau donc, de notre plateforme, des actions de cette plateforme électorale des OSC. Les acteurs de cette plateforme ont encore réuni un certain nombre d'éléments que nous voulons partager avec vous. Le document soumis à l'appréciation du peuple béninois a été rédigé grâce au présimètre qui est l'instrument de mesure des promesses tenues et non tenues, celles enclenchées et non enclenchées par le président. Selon Julien Oussou, coordonnateur de la plateforme des OSC du Bénin, 20 contributeurs ont été commis pour évaluer la tenue ou non des promesses dans les 18 domaines que couvrent les 198 promesses. On peut rentrer dans le détail des actions. Il y a la promesse qui dit que l'on va faire l'enregistrement biométrique de la population. En observant que le RAVIP est en cours, on peut bien dire que c'est une promesse enclenchée et c'est juste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est juste de dire que c'est une promesse enclenchée parce que l'opération d'enrôlement biométrique est en cours. En temps de faire une comparaison par rapport à la première année, on peut se rendre compte que de 6 promesses tenues, il y a eu environ 27 autres promesses tenues qui se sont ajoutées. On était déjà à 6 promesses à l'an 1. Maintenant, on est passé à 33. Que les promesses non tenues, il n'y avait que 2. À la première année, maintenant, on est passé à 9 promesses non tenues. La liste existe et vous pourrez consulter autant sur la version physique. Pour Fatoumantou Batoko Zoussou, présidente de la plateforme des OSC du Bénin, le présimètre est historique au Bénin. Dans son intervention, elle rappelle et signe que la promesse non tenue est une pure trahison. Les promesses sont, selon le dictionnaire Larousse, des engagements à faire, à dire ou à donner quelque chose. En démocratie électorale, elles sont le plus souvent utilisées en amont de l'élection au point de prendre le sens d'engagement à honorer une fois élu. Et c'est en cela que les promesses non tenues sont autant de mensonges que d'actes de trahison à l'égard du citoyen qui a investi son suffrage pour un candidat qu'il a cru de bonne foi avant de se rendre compte qu'il est indigne de confiance. Il faut souligner qu'il y a des promesses réalisées qui ne figurent pas parmi les 198 annoncées durant la campagne électorale de Patrice Talon. WANEP Bénin et les autres organisations membres de cette plateforme ont été félicitées par l'ensemble des personnalités politiques et intellectuelles présentes à l'occasion du lancement de ce deuxième rapport. Il faut dire que le 2e anniversaire de la cession au pouvoir du président Talon intervient dans un contexte social particulier, celui des grèves déclenchées dans de nombreux secteurs d'activité, tels la santé. Dans le département de l'Ouémé, par exemple, à Mendidier, on peut nous dire, Romaric, de Vauchy, ont pu remarquer la fermeture des centres de santé de cette région. La fin de cette grève ne dépend que du gouvernement. C'est l'avis d'un collectif d'agents de santé que je vous invite à suivre. Comme vous l'avez constaté réellement, vous avez vu, depuis près de 4 semaines,
nous avons repris avec les mouvements de grève dans le secteur de la santé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous disons cela, mais c'est le comportement ou l'attitude du gouvernement qui nous amène à avoir ce comportement. Nous avons bien envie d'ouvrir, mais ce que nous demandons, c'est quelque chose qui est de très simple. On a constaté que c'est la défalcation que le gouvernement a brandi, du fait qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus avoir le pouvoir de nous arracher ce pouvoir de grève. Donc en février, tous les agents de santé au niveau du secteur de la santé ont été défalqués à plus de 50%. Alors c'est ça qui nous a retourné en grève, puisque en temps, lorsque la décision est donnée, nous avons fait une suspension. Et lorsque nous avons constaté, bien que nous avons averti, nous avons constaté qu'il y a défalcation de plus de 50% sur nos salaires, nous avons dit, ah, alors là, le gouvernement a voulu nous provoquer. Et ce n'est pas que ça nous a provoqué, c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à revivre cette situation que nous sommes en train de revivre. Nous avons demandé de nous restituer ce qu'on nous a défalqué purement. On parlait de la défalcation, mais ici maintenant, c'est plutôt la confiscation de nos salaires qui est là. Où en sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Quel péché nous avons commis en étant agent de santé? Nous sommes dit, il faut que le gouvernement fasse un effort pour non seulement nous payer notre salaire du mois de mars, mais de retrocéder les salaires pour que les portes soient ouvertes. Vous avez constaté, pratiquement dans toutes les formations sanitaires sont fermées. Vous ne verrez nulle part. Les gens font semblant de dire que les gens travaillent. C'est faux, c'est archi faux. Les centres de santé sont toujours fermés. Et nous sommes prêts, tant qu'il n'y aura pas de rétrocession, il n'y aura pas ouverture des centres de santé. On a assez fait de négociations. Depuis 2017, on a fait des négociations sur papier, ils ne respectent rien. Donc maintenant, là, s'ils ne nous donnent pas ce qu'on veut, il a déjà défalqué nos salaires du mois de février. Le mars n'est pas encore donné. Maintenant, s'ils ne nous donnent pas tout ça, là, on ne peut même pas reprendre service. Nous avons vraiment du cœur pour la population. Ce sont nos parents. Nous sommes des mères de famille. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes soucieux de la population. Mais quand on ne va pas à la grève, le gouvernement, la tête, ne pourra pas nous donner ce que nous voulons. La crise sociale caractérisée par la grève dans les secteurs de la santé et de l'éducation, entre autres, n'a que trop duré pour le médiateur de la République. Dans sa recherche de solutions pour la résorber, il a tenu une réunion avec des membres du gouvernement après avoir rencontré les centrales syndicales. On écoute Joseph Nyonofon sur sa médiation. Le gouvernement nous enverra la synthèse écrite de ce qu'ils nous ont dit. Lundi, il y a ouverture de la plénière de l'Assemblée nationale. Et nous avons même fait mieux. Nous avons décidé de nous retrouver l'après-midi de lundi. C'est la preuve que nous avons accordé l'urgence qu'il faut à ce dossier. Tout homme, toute personne humaine, tout être humain qui vit doit vivre d'espoir, d'espérance, surtout que nous avons ça à cœur, aussi bien les centrales syndicales qui nous ont dit « nous ne voulons pas d'année blanche ». Le gouvernement dit « nous ne voulons pas d'année blanche ». Donc, on est tenu de leur accorder aux uns et aux autres un peu de foi, un peu de confiance, parce qu'ils sont aussi patriotes que nous tous. Place à présent à la déclaration du gouvernement au thème de la rencontre que certains de ses membres ont eue avec le médiateur. Suivez plus tôt. Nous avons ouvert la première session ordinaire de l'année 2018 pour justement débattre des revendications des travailleurs qui figurent sur les motions de grève. Le gouvernement a fait des efforts, même en ce qui concerne l'application des statuts des enseignants du primaire, de la maternelle bien évidemment, du secondaire et de la formation professionnelle, secondaire technique. Le gouvernement a également fait des efforts parce qu'il y a 6 arrêtés d'application, 6 projets qui ont été élaborés avec l'annonce du paiement d'un certain nombre de primes. Mais jusqu'à présent, cela ne semble pas être accepté totalement par les enseignants qui estiment qu'au lieu d'appliquer l'incidence financière sur 6 arrêtés, il vaut mieux l'appliquer sur 3. Mais nous avons dit revenir à la table de négociation, que nous puissions poursuivre les discussions. Rien n'est impossible lorsqu'on discute. C'est cela, mais ils ont fait de la rétrocession des défalcations
question préjudicielle. Il faut forcément rétrocéder les défalcations avant la reprise des négociations. Avant tout déclenchement du moment de grève, il y a une procédure qu'il faut observer. Il faut ouvrir les négociations. Il faut constater que les négociations ont échoué ou ont réussi. Et en cas d'échec maintenant, on peut décider d'aller en grève, envoyer un préavis, aller en grève. C'est cette procédure que les organisations syndicales ne respectent pas qui fait que le gouvernement a décidé de faire des prélèvements pour faire de grève. Mais le gouvernement a toujours la main tendue. Nous avons demandé qu'il revienne à la table de négociation. Nous poursuivons les négociations et peut-être qu'ils auront satisfaction sur un certain nombre de points sur lesquels ils n'ont pas satisfaction aujourd'hui. Donc le médiateur, comme d'autres, s'est intéressé à la crise pour voir ce qu'il va proposer au gouvernement. Donc nous avons donné notre version des faits. Voilà ce que nous avons fait, nous attendons. Mais je profite de l'occasion, comme cela se fait depuis un certain temps, depuis que la grève a commencé, pour demander aux travailleurs de reprendre le chemin du travail. 3 mois de grève dans un pays en développement, c'est du gâchis. De reprendre et nous poursuivons les négociations. Tant que le gouvernement a les moyens de donner satisfaction, il ne va pas s'abstenir de le faire. Nous avons besoin d'eux pour travailler, pour réussir l'exécution du programme d'action du gouvernement. Donc, nous les attendons. On se rend maintenant à Zé, commune où 40 jeunes ont reçu leur CQM, certificat de qualification professionnelle au métier, et c'est la reconnaissance de leurs compétences professionnelles que l'État leur manifeste ainsi. Frégis Serroulan, Robaïk de Vauchy pour le reportage. Ils sont 40, ces jeunes qui ont reçu ce samedi 7 avril 2018 leur certificat de qualification professionnelle au métier CQM dans la ville de Zé. Introduit par décret 2005-117 du 17 mars 2005 dans le cadre de la reconnaissance par l'État des compétences professionnelles, technologiques et générales acquises par l'apprentissage ou l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle qualifiante, le CQM est entré dans sa phase expérimentale en 2013 dans 29 communes pilotes. Le 29 août 2017, il a été étendu sur l'ensemble du territoire national à l'initiative du gouvernement Talon. C'est donc au terme de l'examen d'octobre 2017 que cette première promotion de la commune de Zé a tiré son épingle du jeu avec un taux de 100%. Le président du collectif des artisans de la commune a tenu à placer ses récipiendaires devant leurs responsabilités. Si vous faites partie de la vague 1 du CQM dans notre commune, c'est l'œuvre de Dieu. Jouissez-en au maximum. Pensez en premier à votre propre installation et oubliez toute distraction frivole, car vous êtes face à votre destin maintenant. Si la réforme instituant le CQM vise la disparition de l'ancienne méthode de délivrance des diplômes, gangrénée par la fantaisie, la tromperie et d'autres pratiques peu orthodoxes, certains esprits malins à Zé luttent pour défier l'innovation en délivrant de faux diplômes. Un comportement déploré par le maire de Zé qui promet des mesures et rappelle l'importance du certificat professionnel de qualification au métier. Avec ce diplôme de l'État, les enfants peuvent quand même s'insérer dans des centres de formation pour enseigner. Je voudrais remercier et féliciter le gouvernement du Bénin et son chef, son Excellence Patrice Talon, pour avoir étendu le CQM à toutes les communes du Bénin. Vous allez constater tout à l'heure que les diplômes qui seront remis tout à l'heure, les certificats qui seront remis, sont à l'image des attestations, des diplômes qu'on donne à ceux qui sont allés à l'école. C'est le directeur départemental de l'enseignement, des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui, par délégation, a signé ces diplômes en lieu et place du directeur des examens et concours. Après avoir reçu les félicitations du maire de Zé et des différentes autorités présentes, les diplômés ont esquissé quelques pas de danse pour exprimer leur joie. Le
maire Joseph Dangbeno a exhorté les autres jeunes à se mettre rigoureusement au travail afin d'être prêts pour les prochains examens d'avril et d'octobre 2018. Les portes de la mairie sont ouvertes pour aider les candidats dans leurs différentes démarches administratives, a-t-il conclu. Regina Mundi, une église catholique de Soweto qui a joué un rôle central dans la lutte contre l'apartheid, a tenu son premier service depuis le décès de Winnie Mandela. C'est dans cette église, il faut le rappeler, que se tenaient beaucoup de réunions clandestines. Lancé en 2016 lancé en 2016 à Strasbourg, Kamal Turan est un ovni médiatique en Azerbaïdjan. C'est en effet la seule chaîne d'information alternative diffusée dans ce pays du Caucase. Et ses créateurs réalisent des programmes très critiques sur le régime autoritaire d'Ilham Aliyev, candidat à sa réélection lors des présidentielles du 11 avril. Reportage. Devant son écran vert, Ganimat Saïd accomplit chaque semaine ce qu'il considère comme un acte de résistance. Cet opposant azéri réalise des émissions sur des sujets censurés en Azerbaïdjan. Là-bas, selon Reporters sans frontières, le pouvoir mène une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques. En Azerbaïdjan, il ne reste aucun média indépendant. Ils ont tous disparu. C'est pourquoi nous avons été poussés à créer cette chaîne accessible à tous par satellite et sur Internet. C'est à Strasbourg que Ganimat a créé Canal Touran, une ville accueillant de nombreuses institutions européennes. La chaîne est d'ailleurs émise par un satellite européen. Cela permet d'atteindre les téléviseurs en Azerbaïdjan en contournant le blocage du pouvoir. C'est ce qu'il s'est passé il y a 3 ans quand l'équipe de Ganimat a traduit et diffusé une émission d'Élise Lucet. Cette dernière qualifiait l'Azerbaïdjan de l'une des dictatures les plus féroces au monde. Résultat, la journaliste a été attaquée en justice par le régime du président Aliyev. Cette émission a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. On a atteint près de 400 000 vues. Pour un pays de la taille de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas mal du tout. La répression vise en particulier les journalistes de Canal Touran. Pour continuer à travailler, Ganimat mise sur le journalisme citoyen. Sur son téléphone, il reçoit beaucoup de témoignages et en diffuse certains. La maison de cet homme a par exemple été victime d'un tremblement de terre. Le pouvoir n'y porte aucun intérêt, alors qu'il est dans l'obligation de réparer ce domicile. Mais Ganimat n'est pas seul dans sa lutte. Emin Ahmedbekov est l'un des journalistes les plus actifs de Canal Touran. Cet ancien policier a fui l'Azerbaïdjan avec sa famille et s'est installé dans l'est de la France. Il possède depuis peu son propre studio, installé dans sa cave. Un progrès considérable après avoir travaillé près de 4 ans en Bulgarie. Là-bas, sa femme et lui enregistraient leurs émissions avec un simple téléphone. On installait un écran vert comme celui-là sur le mur de notre chambre à coucher. On remontait notre lit, on tournait l'émission, puis on remballait tout avant de diffuser. Aujourd'hui, ces 2 hommes sont réfugiés en France. Mais ils restent très inquiets pour leurs sources en Azerbaïdjan. En 2017, le pays comptait 137 prisonniers politiques, exposés à la torture et aux violences du pouvoir. C'est la fin de cette édition. Toute l'équipe de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Restez câblés IDEN TV.